La République du Niger présente sa position officielle afin de rétablir les faits, de corriger les approximations et de répondre aux déclarations et insinuations relayées par le groupe Orano et certains relais médiatiques au sujet de l'uranium nigérien. La situation s'inscrit dans un cadre juridique clair. Il s'agit de la concession d'Arlit, octroyée en 1968 sur 360 km² pour 75 ans, qui a été transférée successivement au CEA, à la Cogema, puis à Orano Mining en 2021. Cette concession constitue un droit d'exploitation conditionné et non une propriété du sous-sol nigérien, lequel demeure l'attribut souverain de l'État du Niger. À ce titre, l'État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas la loi. Sur le plan économique, les données consolidées sur plus de 50 ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production d'uranium au Niger. Alors que la participation au capital de la Somaïr est de 63,4% pour Orano et 36,6% pour la Sopamine, la commercialisation cumulée sur les périodes 1971 à 2024 a été de 86,3% pour Orano et 9,2% pour l'État du Niger, soit une production totale de 80 517 tonnes d'uranium. Cet écart structurel, documenté par période, n'a jamais été corrigé et a généré un manque à gagner cumulé et une sous-valorisation durable de la participation publique. En outre, depuis les événements du 26 juillet 2023, Orano a multiplié des actes de rupture et de désorganisation, retrait de personnel, tentative d'arrêt de production, déconnexion des systèmes informatiques, résiliation des licences, annonce de perte de contrôle, saisine du CIRDI et campagne d'intoxication. Face à ces manquements, l'État du Niger a nationalisé la Somaïr par ordonnance du 19 juin 2025 afin de sécuriser un secteur stratégique, garantir la continuité de l'exploitation, préserver les emplois et protéger l'intérêt général. Enfin, la République du Niger rejette avec la plus grande fermeté toute rhétorique, assimilant à un vol l'exercice de sa souveraineté sur une ressource naturelle, sur une ressource nationale. Une telle qualification, juridiquement infondée,
et politiquement inacceptable, procède d'une confusion volontaire entre droit d'exploitation et propriété souveraine et ne saurait tenir d'argument. Le Niger rappelle que ce différend doit être traité sur un terrain de droit, des faits et des responsabilités, y compris relatifs au passif environnemental et sanitaire de l'exploitation, ainsi qu'aux obligations de réhabilitation, notamment sur le dossier Cominac. La République du Niger demeure ouverte à des partenariats respectueux, équilibrés et transparents. Elle restera néanmoins ferme, sans concession, sur la protection de ses droits, de sa dignité institutionnelle et de l'intérêt supérieur de sa population. Dans un monde où les ressources stratégiques structurent désormais la souveraineté énergétique, la sécurité industrielle et l'équilibre géopolitique des nations, la République du Niger entend rappeler une évidence que le droit international n'a jamais cessé de consacrer. Les ressources du sous-sol appartiennent aux États et aux peuples auxquels elles sont rattachées. Et leur exploitation ne peut se concevoir durablement sans équité, transparence, responsabilité et respect. Le Niger n'a pas choisi la polémique, il choisit la clarté. Il ne répond pas à des slogans, il répond par le droit, par les chiffres, par l'histoire longue. Car l'uranium nigérien n'est ni un objet de communication, ni un motif d'insinuation, c'est un actif stratégique national, dont la gestion relève de la souveraineté pleine et entière de l'État du Niger dans le cadre de sa législation et des standards internationaux. La présente communication poursuit 3 objectifs indissociables. 1. Réaffirmer le cadre légal de la concession d'Arlit et les obligations attachées à son exploitation, y compris le respect des dispositions fiscales et réglementaires. Établir les faits économiques relatifs au partenariat historique en documentant le déséquilibre structurel de la commercialisation au détriment de l'État du Niger. Répondre avec fermeté aux narratifs qui cherchent à transformer cet exercice souverain en accusation infamante et à déplacer le débat du terrain du droit vers celui de l'émotion et de la stigmatisation. Le Niger assume sa responsabilité historique, celle de protéger un secteur stratégique, de garantir la continuité d'exploitation, de préserver les emplois, d'exiger le respect de ces textes et d'obtenir la juste valeur de ces ressources. Il ne demande pas l'indulgence, il exige le respect. En outre, le Niger rappelle que le temps des ambiguïtés est révolu. L'heure des partenariats déséquilibrés et des récits unilatéraux doit céder la place
à l'état de droit, à la vérité des chiffres et à la dignité des nations. De la souveraineté des ressources, un principe universel non négociable. La sécurisation des chaînes d'approvisionnement stratégiques et le retour affirmé des souverainetés nationales ainsi que la gestion des ressources naturelles n'est plus une option politique. Elle constitue un impératif stratégique et juridique reconnu par le droit international. Le principe de souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles, consacré par la résolution 1802 de l'Assemblée générale des Nations unies, fonde le droit imprescriptible de chaque État à définir les modalités d'exploitation de ses ressources propres, en organiser la commercialisation, en retirer une valeur équitable au bénéfice de sa population. C'est dans ce cadre juridique universel, légitime et incontestable que s'inscrit l'action de la République du Niger concernant son secteur minier et en particulier son uranium. Un partenariat historique devenu structurellement déséquilibré. Pour rappel, la concession d'Arlit a été octroyée au Commissariat à l'énergie atomique, CEA, par décret numéro 1968-10 MTP du 17 janvier 1968 pour une durée de 75 ans. Elle couvre une superficie de 360 km². Elle est régie par la loi numéro 61-8 du 29 mai 1961. La concession d'Arlit a été transférée du CEA à la Compagnie générale des matières nucléaires COGEMA, puis de la COGEMA à Orano Mining par décret numéro 2021-617 PRN MM du 5 août 2021. Les différentes amodiations détenues par la Somaïr et la Cominac proviennent de la dite concession. L'article 188, nouveau, de l'ordonnance numéro 2024-37 du 8 août 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022, portant loi minière, a fixé le taux de redevance superficiaire pour la concession d'Arlit. Conformément à cette disposition, un état de liquidation a été établi et transmis à Orano Mining pour paiement de cette taxe en 2025. Cet état de liquidation n'a pas été réglé par Orano Mining. Le refus de paiement des droits et taxes constitue une faute passible de sanctions allant de l'application des pénalités au retrait du titre concerné. Ainsi, conformément à la réglementation minière, une mise en demeure d'un délai de 6 mois a été émise à la société Orano Mining par lettre numéro 635-MM-SG-DGMG-DM du 23 septembre 2025. À date, la société Orano Mining n'a pas satisfait aux griefs qui lui ont été reprochés dans la mise en demeure afin
de se conformer aux dispositions de la réglementation et de la loi minière. Donc, le processus du retrait de la concession d'Arlit suit son cours conformément à la loi minière. D'autre part, l'exploitation de l'uranium a commencé au Niger avec la Société des mines de l'Aïr Somaïr depuis 1971. Créée en 1968, la Somaïr est détenue ou était détenue par Orano Mining à 63,4% et la Sopamine à 36,6%. Une captation massive et durable de la commercialisation. La pratique régissant la commercialisation de la production de l'uranium à la Somaïr SA prévoit que chaque actionnaire enlève et commercialise une part de production proportionnelle à sa participation au capital. Cette pratique constitue le socle du partenariat. Elle est formalisée dans les PV des conseils d'administration et se traduit par des contrats de vente de Somaïr à ses deux actionnaires. Dans ce cas, la Sopamine peut acquérir la production de la Somaïr à travers la signature d'un contrat de vente entre les deux parties. Rappelons les chiffres qui ont régi le partage de production de la Somaïr depuis 1971. En effet, depuis 1971 à 2024, la production totale de la Somaïr est de 80 517 tonnes réparties comme suit. Orano a enlevé 69 524 tonnes, soit 86,3% de la production totale commercialisée. La Sopamine a commercialisé 7 392 tonnes, soit 9,2% de la production totale commercialisée. 3 601 tonnes ont été vendues au spot, soit environ 4,5% de la production. Soit une augmentation de la part de commercialisation par rapport à l'apport du capital de 36,12% pour Orano et une diminution de 74,86% pour la Sopamine représentant l'État du Niger. De 1971 à 1983, l'État du Niger était totalement exclu de la commercialisation de l'uranium. Pour la période 1984 à 2007, il y avait un monopole de fait d'Orano Mining qui a commercialisé 100% de la production. Pour la période 2008 à 2013, la croissance captée par Orano, phase de plus forte commercialisation historique, où les volumes annuels de production atteignaient les 3000 tonnes d'uranium, Orano captait la majorité de l'augmentation. La Sopamine avait progressé en valeur absolue, mais reste très minoritaire. Pour la période 2014 à 2022, la Sopamine réapparaît plus régulièrement, mais loin des 36,6% correspondant à sa participation au capital. Ce déséquilibre a duré plusieurs décennies, plus de 50 ans, et n'a jamais fait l'objet d'un mécanisme de correction
ou de compensation. Il s'est maintenu, y compris durant les périodes de forte demande mondiale d'uranium. Cette situation a conduit à une captation durable de la valeur au détriment de l'État du Niger. Ceci a pour conséquence manque à gagner cumulé significatif pour l'État, sous-valorisation durable de la participation de l'État portée par la SOPAMIN, une violation du principe de proportionnalité, manquement à la bonne foi et à l'obligation de coopération, asymétrie d'information, avantages économiques indus, enrichissement sans cause, préjudice direct et cumulatif pour l'État. Le passif environnemental et sanitaire, il s'agit là d'un silence assourdissant. L'exploitation des ressources minières et en particulier des substances radioactives telles que l'uranium est encadrée au niveau international par des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de santé publique et de responsabilité des opérateurs. Ces normes, portées notamment par l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation internationale du travail, est consacrée par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, impose aux exploitants miniers une obligation renforcée de prévention, de surveillance, de transparence et de réparation des impacts. Il est de principe reconnu que l'exploitation de l'uranium doit s'accompagner d'une gestion rigoureuse des résidus radioactifs, de la protection durable des ressources en eau, en particulier des nappes fossiles, d'un suivi sanitaire effectif des travailleurs et des populations riveraines, et de la mise en œuvre intégrale des plans de réhabilitation et de fermeture des sites, ceci constituant des obligations légales et non optionnelles. C'est à l'aune des standards internationaux qui s'imposent à tout opérateur minier responsable que doivent être analysés les impacts environnementaux et sanitaires constatés dans la région d'Arlit, ainsi que les manquements relevés dans la gestion post-exploitation des sites miniers. Un impact environnemental et sanitaire lié à l'exploitation de l'uranium à Arlit. L'exploitation de l'uranium dans la région d'Arlit, menée de manière intensive sur plus de 50 ans, a généré un héritage environnemental et sanitaire lourd, dont les conséquences demeurent aujourd'hui largement perceptibles. L'activité minière a produit des millions de tonnes de résidus radioactifs issus du traitement du minerai, qui ont été stockés en grande partie à l'air libre, à proximité immédiate des sites d'exploitation. Ces résidus constituent une source durable de contamination environnementale, exposant les travailleurs des mines, les populations riveraines et les écosystèmes locaux à des risques radiologiques et chimiques persistants, notamment par
la dispersion éolienne des poussières et l'infiltration dans les sols. La région d'Arlit repose sur un système aquifère multicouche, exploité à la fois pour l'approvisionnement en eau potable des populations et les besoins industriels des activités minières. Les données disponibles indiquent que le volume d'eau soutiré de la nappe fossile de Tarat depuis le début des exploitations jusqu'en 2018 est estimé à environ 400 millions de mètres cubes sur un stock évalué à 1,3 milliard de mètres cubes dans le périmètre de la concession d'Arlit. Cette ponction massive sur une nappe à faible, voire nulle capacité de recharge soulève des préoccupations majeures en matière de durabilité hydrique, tant pour les usages actuels que pour les générations futures. Plusieurs études indépendantes ont mis en évidence une contamination radiologique chronique de l'environnement à Arlit. À titre illustratif, des mesures réalisées en 2003 par la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radiologie, sur des échantillons d'eau prélevés au robinet dans la zone urbaine et la zone industrielle d'Arlit, ont relevé une activité alpha globale de 1,0 becquerel par litre dans la zone urbaine et de 11 becquerels par litre dans la zone industrielle. Ces valeurs excèdent respectivement de 10 fois et de 110 fois le seuil de 0,1 becquerel par litre recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour l'eau potable. Dès 2003, l'association Sherpa a été alertée par les habitants d'Arlit sur la dégradation de la situation sanitaire dans la zone minière. Elle a alors engagé un partenariat avec le CRIRAD, une évaluation de l'état de santé des travailleurs. Une étude a recueilli de nombreux témoignages faisant état de maladies pulmonaires chroniques, de cas de leucémie, parfois diagnostiqués à un stade avancé, qui n'avaient pas été détectés ni pris en charge à temps par les structures sanitaires des sociétés minières. Un état des lieux des aquifères de la zone minière d'Arlit sur la période 1968-2013 a mis en évidence, sur le plan hydrochimique, une contamination majeure des nappes de Telwa, Isegouane et Tarat. Les analyses d'échantillons prélevés en septembre 2013 ont relevé des concentrations élevées de nitrate, de sulfate et d'ion sodium, substances largement utilisées dans les procédés industriels de la Somaïr et de la Cominac. Ces contaminations compromettent durablement la qualité des ressources en eau et renforcent les risques sanitaires pour les populations. La problématique du réaménagement du site de la Cominac
Rappel du cadre et des engagements. La compagnie minière d'Akuta, Cominac, créée le 12 juin 1974, a démarré son exploitation en 1974 avec un actionnariat comme suit. Sopamine 31%, Orano 34%, Ourd 25%, et Nusa 10%. Il faut noter que la Sopamine représente l'État du Niger, Orano la France, Ourd le Japon et Enisa l'Espagne. La Cominac a cessé définitivement sa production le 31 mars 2021. Conformément à la réglementation minière en vigueur, un avant-projet détaillé de réhabilitation du site a été élaboré en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Évolution et financement du coût du RDS. Le coût initial du plan de réhabilitation était estimé à 95 milliards de francs CFA. En moins d'une année de mise en œuvre, ce montant a été réévalué à 125,3 milliards de francs CFA, révélant plutôt l'ampleur et la complexité des travaux nécessaires. Le financement du RDS devrait être assuré par les actionnaires de la Cominac au prorata de leur participation au capital. Abandon du RDS et risques environnementaux persistants. À ce jour, Orano Mining a abandonné la mise en œuvre complète du RDS, alors même que celui-ci constitue une obligation légale et non une option discrétionnaire. Cet abandon laisse subsister plusieurs préoccupations environnementales majeures. 1. L'affaissement des gros trous d'aération. La mine souterraine de la Cominac compte 310 gros trous d'aération, dont 205 avaient été bouchés avant l'arrêt de la production. Depuis la fermeture de la mine, une vingtaine de ces gros trous a déjà cédé, provoquant des affaissements progressifs dans plusieurs secteurs. Ces affaissements s'accompagnent d'une remontée des eaux vers le nord, observée sur une période de seulement 4 ans, ce qui interroge sérieusement sur la durabilité des solutions techniques retenues et la pertinence du mode opératoire employé. Remblai cimenté à 6%, remblai argileux, drôme de surface. Du confinement de la nappe tellois. Dès 2006, des infiltrations d'eau ont été constatées dans l'aquifère du Tellois, ainsi que dans les formations gréseuses du Moradi et du Tamamaït. Ces infiltrations présentent des marqueurs caractéristiques de l'activité minière: uranium, sulfate et nitrate. La nappe du Tellois alimente la population d'Arlit en eau potable depuis mars 2017 via les installations de la NDE. Entre 2012 et septembre 2025, le volume total d'eau pompée s'élève à 1 676 579,5 mètres cubes,
pour une nappe fossile dont le coefficient de recharge est très faible, voire nul. La verse à résidus couvre une superficie d'environ 120 hectares et contient des résidus solides de traitement, des boues issues des bassins d'eau chaude et de production, des déchets miniers et terres contaminées. Le volume total est estimé à 15 millions de mètres cubes, représentant environ 22 millions de tonnes de matériaux avec une hauteur atteignant 30 mètres de sommet. Selon les analyses de la Cominac, l'ancienne verse serait à l'origine de la nappe artificielle ayant conduit au confinement du Télois, la proximité, moins de 200 mètres, entre l'ancienne et la nouvelle verse, combinée à la présence de la faille géologique d'Arlit, renforce le risque de contamination durable. Les bassins effluents et bassins industriels. Les bassins liés à l'exploitation minière couvrent des superficies importantes. 74 hectares pour les bassins d'effluents, 53 hectares pour les bassins d'exor, 12 hectares pour les bassins d'eau chaude, 3 hectares pour les bassins de jus de production. Ces infrastructures constituent une source permanente de préoccupations environnementales, tant en termes de gestion des effluents que de protection des sols et des eaux souterraines. Les éléments environnementaux et sanitaires liés à l'exploitation de l'uranium à Arlit, ainsi que l'abandon du RDS de la Cominac, mettent en évidence un passif lourd, durable et encore insuffisamment traité. Ce passif engage des responsabilités claires et ne peut être dissocié de toute analyse globale du partenariat minier et des obligations des opérateurs. Depuis le 26 juillet 2023, une stratégie de déstabilisation progressive. Depuis les événements politiques du 26 juillet 2023, Orano a adopté une posture de rupture unilatérale, marquée par des actes graves et documentés. Rapatriement soudain du personnel français sans préavis. Tentative répétée d'arrêt de la production lors des conseils d'administration de la Somaïr. Déconnexion brutale le 4 décembre 2024 du système informatique de la Somaïr du réseau du groupe Orano. Résiliation des licences informatiques rendant l'outil industriel non opérationnel. Tentative de cession de ses parts à d'autres investisseurs sans consulter l'État du Niger. Déclaration publique de perte de contrôle de ces sociétés soi-disant. Saisine du CERDI contre l'État du Niger. Ces actes, loin de relever d'une logique de partenariat, traduisent une volonté manifeste des deux organisations et de pression. En outre, en droit international de l'investissement,
Un investisseur ne peut invoquer sa propre stratégie de retrait pour se prétendre lésé par la suite. La nationalisation de la Somaïr, une décision légale, fondée et responsable. Face à cette situation, l'État du Niger a pris par ordonnance numéro 2025-17 du 19 juin 2025 la décision de nationaliser la Somaïr. Cette décision souveraine pose, entre autres, sur la série de manquements graves aux obligations de coopération et de bonne foi, la volonté manifeste d'un partenaire historique de saboter le fonctionnement de la Somaïr, la nécessité de sécuriser un secteur stratégique pour l'économie nationale, un besoin de préserver les intérêts du Niger et de son peuple. Cette nationalisation n'est alors ni une spoliation, ni une rupture arbitraire. Elle est conforme au droit minier nigérien, au droit international et aux pratiques souveraines observées dans de nombreux États producteurs. La vente au vol, une dérive rhétorique dangereuse, irresponsable et indigne. Les déclarations récentes du groupe Orano, relayées par plusieurs médias internationaux, marquent une rupture grave avec les principes élémentaires de rigueur juridique, de responsabilité industrielle et de respect des États souverains. En assimilant l'exercice légitime de la souveraineté du Niger à un prétendu vol d'uranium, le groupe Orano franchit un seuil inacceptable, tant sur le plan du droit que sur celui de l'éthique des relations internationales. La position publique d'Orano se caractérise par une contradiction flagrante. D'un côté, le groupe a affirmé à plusieurs reprises que le Niger souhaite vendre son uranium sur le marché international. Or, cette affirmation reconnaît implicitement un principe fondamental, le droit souverain du Niger de disposer librement de ses ressources naturelles, conformément au droit international et à la pratique universelle des États producteurs. De l'autre côté, Orano et certains de ses relais médiatiques évoquent désormais un prétendu vol de 1000 tonnes d'uranium. Ces deux affirmations sont mutuellement incompatibles. Elles ne peuvent coexister ni sur le plan logique, ni sur le plan juridique. On ne peut pas voler ce que l'on possède légitimement. On ne peut pas accuser un État de vol pour avoir exercé son droit souverain reconnu. Cette contradiction révèle
non pas une confusion accidentelle, mais une dérive discursive visant à déplacer le débat du terrain du droit vers celui de l'émotion, de la peur et de la stigmatisation. L'usage du terme vol n'est pas neutre. Elle est chargée de connotations pénales, sécuritaires et morales qui dépassent largement le cadre d'un différend commercial ou juridique. Employer une telle qualification criminalise systématiquement un État souverain, alimente des peurs irrationnelles autour de la prolifération et de l'usage de l'uranium, expose injustement le Niger à des soupçons sécuritaires infondés, porte atteinte à son image internationale et à sa crédibilité diplomatique. La rhétorique adoptée par le groupe Orano est d'autant plus choquante qu'elle émane d'un acteur qui a exploité le sous-sol nigérien pendant plus de 50 ans, d'un partenaire historique ayant bénéficié d'avantages économiques considérables, d'un groupe qui se prévaut régulièrement de standards élevés de gouvernance, de responsabilité et d'éthique. En choisissant la dramatisation, l'amalgame et l'insinuation, Orano ne défend pas un droit. Elle fabrique un récit destiné à masquer un différend juridique et économique par une mise en accusation morale de l'État du Niger. Cette posture est irresponsable au regard de ses conséquences diplomatiques, infondée sur le plan juridique, indigne pour un groupe industriel qui se veut acteur stratégique et partenaire des États. La fin d'un cycle, l'affirmation d'un État. Les faits sont désormais établis. Les chiffres sont documentés. Le droit est clair. Ce qui est en cause dans ce différend n'est ni le principe du partenariat, ni l'ouverture du Niger au monde. La République du Niger ne conteste pas la coopération, ni l'investissement, ni l'échange. Elle conteste l'injustice structurelle, la captation prolongée de la valeur, les déséquilibres hérités et les accusations infondées qui portent atteinte à sa dignité. À travers les décisions qu'il a prises, l'État du Niger affirme avec constance son droit souverain sur ses ressources naturelles. Sa dignité institutionnelle qui ne saurait être mise en cause par des récits approximatifs. Sa détermination à se faire respecter dans le cadre du droit et des standards internationaux. Le Niger ne se retire pas du monde. Il ne rompt
ni avec la coopération, ni avec les partenariats internationaux. Il se retire des déséquilibres historiques, des ambiguïtés entretenues et des relations fondées sur l'asymétrie et la condescendance. La fermeté du Niger n'est pas un défi lancé à quiconque. Elle est l'expression d'une responsabilité historique, d'une maturité institutionnelle et d'une exigence de dignité nationale. À défaut de clairvoyance et du sens de responsabilité, la République du Niger attend du groupe Orano et de l'État français un minimum de dignité et de retenue. Le temps des équivoques est révolu, celui de la clarté, du respect mutuel et de la souveraineté assumée est désormais ouvert. Pour conclure, après les événements du 26 juillet 2023, la quantité extraite d'uranium est de 156 tonnes environ. Si on applique ce pourcentage, 63,4 et 36,6, vous allez voir la part de l'uranium qui revient à Orano dans le cadre de prise de participation des sociétés. Aujourd'hui, ce n'est pas 1000 tonnes, c'est environ 2000 tonnes d'uranium extraite du sous-sol par la sueur, le labeur des ouvriers de la Somaïr, et cela a été rendu possible grâce aux gros investissements faits par l'État du Niger à hauteur de 18 milliards et la Sopamine à hauteur de 6 milliards. En outre, des sociétés d'État comme l'OPOVN et les services de l'État, les services fiscaux et les services douaniers ont accordé beaucoup de facilités à la société Somaïr que Orano a voulu fermer. Donc, cet uranium-là, il a été extrait par le génie créateur des Nigériens. Ce sont eux qui ont assumé son exploitation et c'est l'État du Niger qui a financé son exploitation. Bien qu'en ayant, elle avait laissé 58 milliards de dettes d'impayés auxquelles elle n'a jamais songé. C'est pour vous dire, entre Somaïr, entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Pendant des années, jusqu'en 2008, Orano a toujours minoré la teneur en uranium, la ramenant de 75 à 60, 63 environ. C'est là un acte de vol, si vol il y en a. C'est comme un vol d'électricité. Parce qu'il y a le laboratoire de la Somaïr qui est autonomé. Malgré les résultats donnés par ce laboratoire, Orano arrive toujours à minorer la teneur de l'uranium nigérien. Qui était de 75, elle le ramène, comme je vous l'ai dit, à 60, pour qu'elle puisse avoir d'autres bénéfices induits. Donc, entre nous et la France, je ne pense pas qu'eux soient habilités pour nous parler de vol. Comme le ministre l'a rappelé, une concession n'est pas une exclusivité. C'est un droit concédé. Quand on vous concède un droit, ça veut dire qu'on a la capacité de le retirer. Aller sur le champ pénal, c'est tout simplement pour jeter de l'anathème et du discrédit sur les autorités en place au Niger, parce qu'elles ne jouent plus le jeu de la France et de tous ces accords. Si l'uranium là est sorti, il n'a pas poussé naturellement. C'est parce que l'État du Niger a investi, après avoir déconnecté, après avoir rapatrié après avoir refusé de payer le fournisseur, l'État a investi 18 milliards, la Somaïr est venue avec 6 milliards et l'OPOVEN a fourni des vivres aux employés, aux travailleurs de la Somaïr. La douane a concédé d'autres facilités douanières et les impôts aussi ont accordé des facilités fiscales. Voilà comment l'État du Niger s'est investi pour que la continuité de la production soit assurée.
n'eût été ces investissements colossaux faits par le Niger, l'uranium là n'allait pas sortir du sol nigérien, puisque les Français n'en veulent pas.